C'est comme tu as deux appels. Tu as ceux qui sont appelés à prier et à être dans un monastère, et puis tu as ceux qui sont appelés à prendre soin de leur famille et de leur business. Donc là, c'est 100%. Tu vois, c'est... Et du coup, je passais toujours pour le mec qui veut fuir. On peut aussi surspiritualiser pour justifier un manque d'excellence. Non mais nous, on a une vision holistique plus importante, c'est pour ça que nous on fait du business bof. Non, ça c'est aussi une forme d'esquive. Changer quand tout va mal ou faire le spirituel quand tout va mal, c'est facile. Hein. Yeah. Parce que tu veux fuir. Des fois, le chemin plus long est le raccourci, en fait. Mais des fois, c'est vrai qu'il y a cet aspect de la fuite là-dedans. Fuir pour se retrouver, c'est bien. Se retrouver en tant que leader, quitter son entreprise, quitter le bateau, ouais, c'est différent. C'est inévitable d'être dans le dur. On peut pas passer à côté. Si un entrepreneur qui nous écoute traverse ça, on passe tous par là. Ouais, et si tu passes pas par là, explique-moi comment t'as fait. Est-ce que vous avez déjà mélangé apaisement avec résignation? Tu serais ok de définir résignation, qu'est-ce que tu veux entendre? Qu'est-ce que tu entends pas là? C'est l'abandon au projet, c'est Tu vois, mon actionnaire Chantal Barry, elle me l'a sorti un nombre incalculable de fois où j'étais fatigué, genre le projet ça va pas avec les salariés, il y a plus de trésorerie et tout. Puis je vois, je crois vraiment que le Seigneur il m'appelle à un nouveau projet. Puis elle m'a dit mais en fait, changer quand tout va mal ou faire le spirituel quand tout va mal, c'est facile. Hein. Yeah. Parce que tu veux fuir. Et moi, en fait, je sais que ça a été un énorme... C'est une des phrases sur lesquelles j'ai dû lutter après coup, parce que je pense qu'il y a une part de vrai. Souvent, on fuit. Donc, la résignation, c'est de dire « Ah, j'ai besoin de repos. Ah, je vais partir en vacances. » Ou là, non, ce soir, non. En fait, en réalité, tu fuis, tu te résignes. Tu fuis une situation. Ouais. Le repos et la fuite. Donc, moi, je pense que j'ai eu toute une période à devoir affronter et pas fuir ni faire l'autruche. Mais en même temps, il y a des moments où, justement, en fait, il est bon de reculer. Et c'était l'ancien général de l'armée française qui dit dans son bouquin, je crois que c'est Qu'est-ce qu'un chef? Il dit un bon général, il prend plusieurs heures par semaine tout seul à marcher, à réfléchir, à se détendre, à penser à rien. Même parfois, il racontait que, je sais plus, c'était il y a un jour, dans la semaine où il regardait téléfoot ou un truc comme ça, mais même c'est les heures de bureau, tu vois. Et en fait, il explique tout ça. Mais c'est assez drôle de l'entendre parler de ça, mais il dit en fait, il y a besoin d'avoir ce recul. Et je trouve que c'est toujours pas évident, moi, entre oser créer de l'espace et du repos, et en même temps ne pas être dans la résignation, dans la fuite du conflit. Notre petite fun fact, apparemment Churchill, on le sait, il bossait comme un fou furieux, mais tous les jours il peignait. Il disait pour reposer son âme. Donc je trouve que j'imagine ça doit être compliqué. Là on est en train de t'annoncer qu'il y a les Allemands qui sont en train de faire un bombardement, puis toi t'es là 2 secondes darling, et là tu pars et tu reviens. Enfin, voilà, moi je veux bien vos réactions. Juste avant ça, tu disais un truc qui m'a fait penser à ce qu'on disait avant, puis des fois j'ai envie de dire par rapport à ces entrepreneurs chrétiens, on peut aussi surspiritualiser pour justifier un manque d'excellence. On dit non mais nous, et j'ai vraiment pas envie que ce soit ça, non mais nous, on a une vision holistique plus importante, c'est pour ça que nous on fait du business bof. Non, ça c'est aussi une forme d'esquive, c'est aussi une forme de partir. Et c'est pas du tout vers ça que je voulais aller. J'ai pensé à ça. Non mais pour moi, je pense que ce sujet il est hyper important. Moi, les 10 dernières années, je les ai passées avec essentiellement des catholiques autour de moi dans le business, qui eux, alors bien sûr, ils ont la dimension de raison, mais ils sont beaucoup plus. En fait, c'est comme tu as deux appels. Tu as ceux qui sont appelés à prier et à être dans un monastère, et puis tu as ceux qui sont appelés à prendre soin de leur famille et de leur business. Donc là, c'est 100%, tu vois, Et du coup, je passais toujours pour le mec qui veut fuir, tu vois. Je pense à Amy le nombre de fois, allez, arrête avec tes trucs, là, stratosphériques. Et du coup, c'est une vraie tension, je trouve. Une tension entre Parce que là, en gros, là, quand Mère Teresa a dit on va passer 1 heure
dans l'oraison, en fait, il y a des gens qui ont la lèpre dehors en train de mourir. Yeah. Donc c'est un choix qui est stratégiquement pas bon en fin de compte. Yeah. Mais en réalité, c'est spirituellement bon. Ouais. Donc c'est stratégiquement bon. Des fois, le chemin plus long est le raccourci, en fait. Voilà. Et surtout, et dans le spirituel, ça marche comme ça. C'est une règle d'aller prendre 1 heure de repos, de prière, etc. C'est quelque chose qui n'a pas de sens. Des fois même, t'as cette impression de parler dans le vide. Mais purée, c'est là où on peut pas gérer, on peut pas tout gérer dans la vie, mais ça accélère. Il y a quelque chose qui s'accélère dans ces temps. Des fois, il se passe rien dans la semaine, on peut rien voir, mais il y a quelque chose de vrai, en fait. Et c'est vrai que moi, j'ai pas peur de prendre des chemins qui sont un peu plus longs, où je fais pas mon Spartiate en train de faire ma to-do list et me faire mon bain glacé à 4h du matin. Mais ça avance quand même les choses. Mais des fois, c'est vrai qu'il y a cet aspect de la fuite là-dedans. Mais fuir pour se retrouver, c'est bien. Se retrouver en tant que leader. Fuir... Enfin, ça dépend la fuite, si c'est vraiment sur des mois où quitter son entreprise, quitter le bateau, ça c'est différent. Mais moi je trouve que fuir pour aller se chercher ce silence, c'est jamais une fuite en fait. Mais je crois pas que tu le sais en fait, que tu es en train de fuir fondamentalement quand tu es en train de, je sais pas, quand tu parlais de ton exemple, est-ce qu'au fond de toi, tu n'es pas en train de te dire je me construis quelque chose? C'est une bonne question. Moi c'est un domaine dans lequel... Comme je pense j'ai une empreinte de culpabilité très forte de par mon éducation, j'ai beaucoup de mal à discerner. Pour enlever ce côté fuite, définir en fait pourquoi je suis en train de mettre en place quelque chose. Si tu te poses la question du sens de qu'est-ce que je fais, je choisis de peindre. Churchill, je pense que peut-être au départ, pas parce qu'il avait du plaisir à le faire, mais petit à petit, il savait pourquoi il le faisait. Et petit à petit, tu commences à savoir en fait pourquoi tu mets en place des pratiques dans ta vie. Et si tu te rends compte qu'elles n'apportent rien, bah, tu peux pragmatiquement demander de les enlever. Après, la notion pour moi d'une fuite, c'est que tu pars un cran plus loin. C'est que tu es en train, là tu parlais par exemple d'un changement de voie complète, on n'est plus en train de prendre du repos, on est vraiment d'un nouveau projet, tu vois. Mais pour moi, il y a la notion de fuir. C'est fuir ou si c'est se retirer pour mieux avancer. Parce que c'est deux choses complètement différentes, de fuir une situation ou de se retirer, peindre pour revenir au combat après. Et moi, c'est vraiment la notion de fuite qui m'interpelle beaucoup. Bah, je vous donne un autre exemple. Moi, ça m'est arrivé des semaines intenses, j'ai du mal à dormir, à la maison, c'est tendu et tout. Et puis là, il y a un matin, je suis slash, je dis, bah, je vais pas au bureau. Et en fait, au fond de moi, je me dis, j'arrive plus à réfléchir, je suis KO. Mais au fond de moi, je me dis, putain, mais je devrais être là, je devrais être sur le pont. Et là, il y a une forme de fuite. Où là, d'un coup, et du coup, pendant cette matinée, je suis à la maison. Et là, je me dis, ouais, ce serait cool quand même. C'est vrai, je vais quand même travailler un peu mon branding. Il faudrait peut-être réattaquer la com de l'agence. Et là, je me mets à penser à des trucs fun. Au lieu de penser qu'il faut que je regarde mon tableau de trésorerie et ma projection. Et je sais qu'il y a une mauvaise nouvelle qui m'attend. Et tu vois, mais en même temps, au milieu de tout ça, j'arrive plus à avoir les ressources aussi pour discerner. Donc, je trouve que c'est très compliqué d'avoir le discernement. Je reviens à ce qu'on disait plus tôt, mais c'est pour ça, à mon avis, qu'il ne faut pas attendre d'être dans le rouge pour prendre du recul et d'avoir une habitude juste par rapport à chacun, et on est tous différents, mais d'avoir une habitude, ça permet peut-être d'éviter d'arriver là, puis à ce moment où tu sais même plus discerner. Je pense aussi que c'est intéressant d'avoir des gens autour de nous, des cercles de personnes vers qui aussi, qui ont le droit de nous dire, est-ce que c'est pas une fuite? Tu vois, moi j'aime entendre que tu as quelqu'un qui te dit, mais est-ce que c'est pas une fuite en ce moment? Est-ce que c'est pas... faut y aller là en fait, c'est là où tu es attendu, arrête. Et je pense qu'on a tous la fenêtre de Johari, on a tous des angles morts, il y a tous des moments où on réalise pas, puis qu'on est dans cette fuite ou autre, et je pense d'avoir des gens qui peuvent nous dire ça, je crois que c'est important. Après, je crois que justement, c'est aussi clé dans cette réalité d'entrepreneuriat de réaliser, en fait, j'ai besoin de garder, moi j'aime bien dire, garder la vision large. Et qu'en fait, tu sais, l'expression c'est quoi, j'ai le nez dans le guidon, d'être constamment dans le truc, constamment là, en fait, de temps en temps, je regarde le sport, entre les rounds, c'est bien que le boxeur s'arrête et puis que le coach lui dise un petit peu, voilà ce qui est en train de se passer. Toi, tu le vois pas parce que tu es en train de prendre des coups, tu es en train de te battre, mais voilà ce qui est en train de se passer au basket. On prend des temps morts juste pour... Mais on n'est pas en train de quitter le match quand on prend un temps mort. On est juste en train de dire, j'ai besoin de cet espace-là. Et je pense que ces pratiques autres, Churchill, la peinture,
Rick Warren, le pasteur, il disait, moi je fais du jardinage tous les jours. Un des réformateurs, je sais plus si c'est Luther ou Calvin, qui disait, j'ai tellement de choses à faire que je dois prier 1 heure de plus aujourd'hui. Ouais. Et je pense que c'est cette réalité, je suis pas en train de fuir, c'est parce que j'ai des choses à faire que je dois être sharp, je dois être clair, et pour être clair, il faut que je me donne les moyens. Moi, je pense que la fuite la plus grave pour nous, c'est quand on fuit notre position de décideur et qu'on fuit les décisions. Et là, ça, c'est vraiment malsain. Et moi, j'ai jamais perdu... Enfin, peut-être un client ou deux, si tu quittes une journée, le travail, tu perds un peu de temps. Mais si tu quittes ton côté décisionnel, là, c'est grave. Et où t'abandonnes de décider, t'abandonnes d'être le leader, t'abandonnes d'être l'autorité. Mais la main de l'exécutif, ça, des fois, c'est secondaire. Et des fois, moi, j'ai créé ma propre entreprise et je me suis retrouvé esclave de ma propre entreprise. Tu veux être indépendant et finalement, tu te retrouves à aller au bureau tout seul parce que tu as un poids de dire il faut aller au bureau. Et puis, en fait, non, pourquoi il faudrait ça? S'il y a un endroit où tu peux créer ton royaume, c'est bien dans ton entreprise. Pourquoi ça? Et ouais, des fois... soyons libres aussi de créer un peu notre environnement de travail qui va pour nous. On est tous différents. Pourquoi on ne pourrait pas faire quelque chose un peu différent dans notre entreprise sur certains aspects? Mais la chose où on n'est pas différent, c'est qu'on doit prendre des choix et ces choix, ils sont difficiles à prendre. Et ça, c'est le plus important. Si on ne prend pas de choix, il n'y a rien qui avance et cette fuite n'est pas bonne. Moi, je retiens alors. C'est prendre du recul. Fuir, c'est fuir les décisions et c'est en fait en gros prendre du recul mais qui ne sert à rien, alors que tu disais en fait si tu prends du recul et que tu pries, que tu cogites, que tu te reposes pour de vrai, ça peut avoir du sens et reculer pour mieux attaquer. Après tu parlais de routine, c'est-à-dire être en gros éviter d'arriver dans le rouge. Moi j'ai une théorie là-dessus, je veux bien votre avis. Moi, je ne suis pas quelqu'un de routine. J'ai beaucoup de mal à ça. Et depuis 1 année et demie, j'ai réussi vraiment à mettre en place des routines. Genre, j'aurais jamais imaginé quoi. D'écrire tous les soirs dans mon carnet, faire du sport. Là, je me retrouve à faire tous les jours du sport. Je m'hallucine de fou furieux. Vraiment, à lire ma Bible. Là, la Bible en 1 an. Enfin, j'ai raison, d'un coup, je deviens quelqu'un qui arrive à faire des routines. T'as quel âge? C'est l'âge, moi, je pense. Ouais. La sagesse, ça, c'est la sagesse. Ouais, sûrement. Ben, moi, j'ai une autre théorie. La théorie, c'est que, en gros, quand tu as un business trop compliqué, qui te prend trop la tête, en fait, il n'y a pas d'espace pour de la routine, pour une forme. Et après, il y a des gens qui arrivent mieux que d'autres. Je pense que ça dépend à quel point de départ et puis de la personnalité. Et moi, j'ai l'impression que c'est une dimension d'espace. Quand j'étais dans l'entreprise là, avec Progressif, en mode agence, impossible. C'était un rouleau compresseur. Et puis des déplacements, toujours de l'improviste. Donc vraiment, il y a, dans la nature même de l'entreprise, du business model, il y a une insécurité, une instabilité. Je pense que j'aurais été une entreprise avec vraiment quelque chose de stable, avec des horaires, pas de surprise. Ça aurait été différent. Et je me demande si, dans l'essence du travail, du business model, il n'y a pas un impact en fait sur le style de vie de l'entrepreneur, et que parfois on met beaucoup de pression sur des entrepreneurs ou qui se mettent eux-mêmes des pressions. Moi-même, en tout cas, moi, j'arrive pas à méditer, j'arrive pas à prier toujours, j'arrive pas à faire du sport, j'arrive pas à bien manger, j'arrive pas à bien dormir, j'arrive pas à avoir cette hygiène de vie, mais c'est que c'était inhérent au modèle de l'entreprise. En tout cas, moi, j'ai l'impression, moi, je connais peu de gens qui ont des agences, par exemple, et qui ont des vies équilibrées, quoi. On se tourne tous c'est vrai. Qu'est-ce que t'en penses? C'est des métiers compliqués, en tout cas des gens ultra qui arrivent. Moi, je trouve ça compliqué. Mais moi, je veux bien avoir votre avis sur là maintenant. J'ai un business avec ma femme où c'est une forme d'abonnement, il y a de la visibilité, ça n'a strictement rien à voir. J'ai pas des coups de fil où demain je dois être à Paris, puis après je dois être je sais pas où à Stuttgart. Ça existe plus, ça. C'est moi, je peux dire non, en fait, j'y vais pas. Parce que là, par exemple, cette année, c'est la première fois où je refuse des trucs parce que le mercredi soir, j'ai MMA. Voilà, non, j'y vais pas. Mais jamais de la vie, j'aurais pu me permettre de dire non à un rendez-vous pour un entraînement, quoi. Et
que c'est clair que ton business, ta typologie du business, elle a une conséquence. La manière dans laquelle elle vient aussi dans ta tête, tout le temps, que ce soit dans tes rythmiques, mais dans tes réflexions que tu vas avoir, ça va avoir un impact. Rien que certaines choses que tu mets en chose dans ta vie nécessitent de la concentration. Mais en fait, tu n'as plus accès à ta concentration dans plein d'instants de ton travail, donc ça ne va pas fonctionner. Après, je sais pas, toi, j'aurais mis quelqu'un qui est plutôt axé dans la partie qui a besoin de la liberté créative, et donc la routine est déjà un problème de base. On a quand même, je pense, tu peux trouver des gens qui, même dans ce cadre-là, arrivent à mettre en place quelque chose, mais ils seront quand même confrontés à ce challenge. J'ai pas fait ce schéma de réflexion, j'avais été un peu dans la même réalité que toi avec l'agence, mais c'est sûr que les routines ont toujours été un énorme problème. Aujourd'hui, c'est un peu plus facile, mais je sais que c'est là où je parlais de sens, c'est que moi j'ai besoin d'avoir en fait une compréhension de l'impact que ça va générer, sans quoi j'ai l'impression d'aller m'enfermer dans un cadre qui vient poussiéreux, c'est un truc moi j'ai pas envie d'avoir ce machin qui est tout poussiéreux autour de moi. Oui. Moi, ce qui me challenge, c'est que, en fait, je crois qu'on est tous des êtres de routine. On a naturellement des routines. Et on n'est pas tous les mêmes à cheval sur ces routines, on donne pas tous le même sens à ces routines, mais j'ai l'impression aussi qu'on est arrivé dans un temps où, notamment avec les réseaux sociaux, puis avec tout ça, en fait, on a l'impression que les routines doivent ressembler à quelque chose, puis on dit, bon, moi, je suis pas de routine, mais, enfin, on va jeûner ensemble, si tu dis à quelqu'un, tu sais, mets la routine de sauter un repas, il va dire, mais non, mais comment ça, sauter un repas, enfin, puis t'es là, du coup, t'es routinier parce que tu manges 3 fois par jour, enfin, tu vois, on a ça, on a ces moments, et j'ai l'impression qu'il faut aussi peut-être redéfinir un petit peu notre lien aux routines, quel type de routine on a besoin, comment est-ce que ces routines portent la vie ou nous enferment, et il y a beaucoup de pression par rapport aux routines. Là, le sujet qui nous porte, c'est la dimension d'apaisement, de paix. On a quand même pas mal associé ça à une dimension de recul, repos, prière, silence, et à une dimension de pratiquer ça sur une base régulière pour justement pas être dans le rouge. Donc, ça veut dire que la dimension d'apaisement, elle est quand même, en tout cas sur du long terme, par one shot, elle est très corrélée à notre capacité, comme tu le fais, à te lever tôt et avoir un temps pour soi, ou avoir, tu vois, pratiquer au quotidien. Mais c'est là que j'ai le challenge, en fait. Moi, quand je vous entends, se lever tôt, ouvrir les fenêtres, prendre un temps, sortir sur une base plus ou moins régulière, faire des retraites plutôt longues, on ne parle pas de 1h30, là on parle de journées, plusieurs journées, faire le mercredi soir pour moi, c'est tout ça, c'est des routines. Rentrer chez toi, puis jardiner un 15 minutes, ou bien dire je m'arrête un arrêt de bus avant, et puis je rentre à pied, puis je regarde juste la nature. Enfin, tu vois ce que je veux dire? De dire, c'est quoi ce que tu as besoin? Peindre, on a cité tellement de trucs différents, que finalement je me dis, en fait, c'est une réalité de réussir à prendre du recul, réussir à souffler, réussir à se reposer finalement, ou à accéder à cette paix, mais ça peut se vivre de tellement de façons. Clairement. Mais moi, où je rebondis là-dessus, c'est que nous, on l'a aussi vécu à la maison, on a 3 enfants. En fait, moi, j'étais plutôt comme toi, parti dans tous les sens, et puis il y a un projet ici, on y va, go, et puis mon épouse, elle était plutôt à dire, voilà, on cadre, on fixe un gabarit dans lequel on peut travailler, et puis on a aussi remarqué que les enfants, même le grand qui a 13 ans, si à 7h30 il est au lit, puis il lit, et puis il est tranquille, plus le cadre il est fixe, et puis qu'une routine s'est installée, tout à coup il y a des libertés qui sont gigantesques. Et puis moi j'ai aussi de plus en plus installé cette routine de me lever, faire du sport, dîner, fixer un horaire fixe pour manger, même si, d'être le plus cadré possible, m'a offert une flexibilité énorme, et tout ça dans la paix. Beaucoup plus en paix, je me sens beaucoup plus en paix dans mon travail quand je suis cadré. Et puis quand il n'y a pas une sorte de no man's land entre allez, ça on le fait pas, on part à gauche, on part à droite, mais quand c'est cadré, puis comme tu dis, quand tu te permets de refuser un rendez-vous parce que t'as l'entraînement, en fait t'as fait un choix, puis t'es en paix avec ce choix. Je peux me le permettre aussi. Avant j'aurais pas pu me le permettre. Ton business serait pas permis pour les objectifs que tu voulais atteindre. Ouais, mais après je pense que c'est un mindset complet, c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui si je retournais dans la boîte, je pense que le premier truc, c'est que je réduirais la pression financière de sorte à faire en sorte qu'il y ait beaucoup moins. Je réduis toutes les pressions pour justement opérer dans une logique apaisée. Mais on revient à la même discussion qu'on a eu ce matin, le cash flow à un moment donné, c'est hyper difficile de dire pas grave, je réduis cette réalité, mais en fait elle est quand même là. Il y a quand même des salaires à payer, des charges à payer, puis c'est très compliqué de dire ok je réduis cette pression là alors qu'elle est quand même constante et permanente. Il y a des réalités de business, c'est sûr et certain. Je veux dire,
je travaille un petit moment dans la restauration, ben, en fait, tes repas, tu travailles. Donc, tu peux dire, ah, j'aimerais bien manger ou quoi, mais les heures de repas classiques, moi, je suis dans le boulot, en fait. Donc, c'est sûr que je vais avoir une vie qui est décalée à certains égards ou quoi. Et je pense qu'il y a une réalité du business. Je pense qu'il y a la réalité des pressions qu'on se met. Et puis, je crois aussi, des fois, il faut être inspiré par des modèles différents. Moi, dans mon modèle, je suis dans la réalité de l'église ou ecclésiale. Et puis, j'ai toujours pensé que parce que je travaille avec des bénévoles, je devais avoir tous mes soirs de prix. Parce que c'est le soir que les bénévoles ont du temps. Puis, la plupart des gens que je connaissais qui étaient dans cette réalité ecclésiale, ils disaient, ben voilà, lundi soir, t'as ça, mardi soir, t'as ça. Jusqu'à ce que je rencontre quelqu'un qui dit, ah non, moi, je travaille pas du tout les soirs, j'aime pas ça, les soirs, c'est pour ma famille. Et d'un coup, ça m'a comme ouvert les yeux. J'étais là, ok, comment tu t'organises? Parce qu'il y a peut-être un autre modèle qui est possible. Et puis depuis, on a une réalité où en fait, moi, il n'y a que 2 soirs par semaine qui sont pris pour le travail. Puis en fait, c'est dit, c'est verbalisé. Alors, c'est-à-dire peut-être des choses qu'on ne pourra pas faire ou quoi, mais c'est connu. Puis c'est aussi étendu aux autres. Puis dire en fait, voilà, on va fonctionner comme ça. Puis je crois tout n'est pas possible, mais je crois que c'est possible d'avoir cet espace-là. Moi, il y a quelque chose qui m'aide. C'est pas forcément au niveau de la routine, mais c'est ma femme qui me dit quand en fait il y a des périodes où c'est calme, parce qu'il y a des périodes de calme, en fait elle m'encourage, elle dit mais si c'est une période de calme, ça veut dire que c'est une période de repos, parce qu'après ça va venir fort. Ose prendre ça, ose prendre ce repos, ose être travailler plus tranquillement. Des fois le problème de l'entrepreneur, c'est que même quand c'est calme, on panique. Il faut trouver le prochain client. Oui, ça c'est toujours le cas, mais il y a une manière, il y a une optique de prendre ta journée. Et j'aime bien, j'aime bien ces 2 images. Il y a le spartiate et il y a le poète. Le spartiate, il se réveille tôt le matin, il se prend sa douche froide et il se fait une to-do list de malade, il y va et chaque minute compte et c'est un combat contre le temps et il combat. Le poète, il se réveille, il va dans les champs, il regarde le soleil. Non, il regarde pas le soleil parce que... Mais, et puis là, l'idée qui va changer sa vie pendant 20 ans. En fait, moi, je cherche parce qu'il y a en moi le spartiate et il y a en moi aussi le poète. Et je cherche, là, dans cette saison, est-ce que je suis dans une saison du poète où c'est pas parce que je vais faire que je vais trouver, mais c'est en étant on a parlé de repos, on a parlé de prière ou de retraite. En faisant cette retraite, je vais trouver ce que je dois trouver dans cette saison. Et des fois, il y a le spartiate qui doit se réveiller parce que purée, il y a 3 pitchs à rendre. Il y a dans une semaine, il y a tout ça. Et là, je me mets en mode et je kiffe me faire consumer. En fait, j'aime bien ces trucs de spartiate. J'aime bien me réveiller tôt, travailler tard, c'est le kiff. Mais c'est des saisons et j'ai envie de l'accepter comme un jeu. Et en fait, moi je suis un enfant. Quand je joue, je kiffe. Quand il n'y a plus le jeu, je kiffe pas. Et s'il y a une routine de travail, c'est tout le temps, chaque saison, même quand c'est calme, la même chose. Alors là, moi, je m'épuise, j'ai plus de plaisir. Parce que même quand c'est la paix, même quand il n'y a plus assez de travail, je dois travailler. Alors là, je tourne en rond sur mon ordi et je suis frustré. Je suis frustré parce que j'arrive pas à faire ce que je pense qu'il faudrait faire. Il faut lâcher prise là. Il y a un verset qui, je pense, peut bien illustrer ce qu'on dit. Il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose sous les cieux. Yes. Et moi, j'ai envie de partager aussi la sagesse je l'ai cité tout à l'heure, Chantal Barry, qui me disait souvent, quand je lui posais une question, est-ce qu'il faut que je sois un spartiate ou un poète? Elle me disait, les deux, mon capitaine. C'était sa phrase préférée. Ah ouais, et tu as déjà entendu dire ça ou pas? Non. Moi, elle m'a toujours dit ça, les deux, mon capitaine. Et en fait, derrière, je trouve qu'il y a une sagesse profonde en dire, ok, il faut chercher l'apaisement, la paix, et en même temps, en fait, il y a une dimension de sacrifice qui est obligatoire. Et moi, ce qui m'aide, en tout cas, ce qui m'a aidé, c'est la dimension de saison, c'est accepter qu'il y a un temps pour tout. Il y a eu un temps pour se déchirer, me consumer. Ok, j'aurais pu faire mieux, je me suis pété la santé. Mais le Seigneur, il est bon. Il m'offre un temps là où d'un coup, ok, je change les choses et j'espère que sur les 30 prochaines années, je vais continuer ça, ce sera acquis. Il y aura d'autres problèmes qui viendront. Et je crois que moi, dans le début du podcast, j'ai interviewé pas mal d'anciens et des anciens qui se sont consumés au travail, mais vraiment consumés. Mais moi, ma grande peur de me consumer, c'était la relation avec les enfants. Et en fait, je les ai vus kiffer leur vie de famille, avoir des relations avec leurs enfants géniaux. Et je me suis dit, en fait, Dieu fait quand même grâce. C'est-à-dire, en gros,
même si on s'est consumé pendant un temps, mais en fait, c'était peut-être pas le plan, mais on a fait avancer les choses, et puis après, il est capable de transformer ça en quelque chose de bon. Et le fait d'accepter qu'il y a toujours quelque chose d'instable, et que c'est toujours un peu le spartiate et un peu le poète, un peu le méditatif, c'est comme ce passage Jésus qui est avec Marthe et Marie qui a choisi la bonne part, mais en même temps il fallait quand même qu'il y ait Marthe, sinon il n'y a personne qui bouffe, tu vois, donc il y a une dimension. Moi je pense aussi, quand t'es entrepreneur, peut-être qu'on a pris la moins bonne part, mais ça fait partie du game, quoi. Mais par contre, ce que tu disais avant, pour moi, je crois qu'il y a aussi sentir cette odeur dans quelle saison on est. Oui. Parce que justement, comme tu dis, on évolue, on change, et puis je pense que si on a le discernement de sentir dans quelle saison on est, on voit aussi plus loin, et puis on peut se préparer à ce qui arrive après. C'est vrai. Exactement. Je pense aussi que c'est quand on pense aux saisons, moi j'aime bien dire, en fait, il y a cette fameuse phrase, la vie c'est pas un sprint, c'est un marathon. Je la remets en question un petit peu ces derniers temps, en me disant, je crois que c'est une série de sprints différenciés. Je pense que donc ça fait au final un long marathon, mais en fait rempli de plein de sprints. Puis quand tu regardes l'athlétisme, un 100 mètres, tu le prends pas de la même manière qu'un 800 mètres. Mais les deux, on parle d'un sprint, tu vois. C'est vrai. Mais la façon que tu as de gérer ou quoi, puis je pense que justement, il faut apprendre à gérer dans le sprint qui est le nôtre, dans le marathon qui est le nôtre, d'une façon qui est cohérente, d'une façon qui est pertinente. Et je pense qu'on doit apprendre à redevenir ces coureurs finalement, qui sont d'accord avec les saisons, l'odeur de la saison. On doit apprendre aussi à faire les deux. Et Jésus, il a fait les deux. Il y a un passage qui est connu, et pourtant on ne réalise pas toujours. Jésus revient dans une saison compliquée, il apprend que Jean-Baptiste est mort, son cousin, il y a les disciples qui sont partis 2 par 2, qui reviennent vers Jésus, qui veulent lui raconter tout ce qui se passe, puis la Bible, elle nous dit, ils n'avaient même pas le temps de manger. Tu vois ce que je veux dire, c'est quand même intense comme saison quand tu n'as même pas le temps de manger. Puis Jésus va leur dire, venez, on va prendre du repos. C'est littéralement ce qu'il leur dit, donc on est dans cette saison de voilà, il prend du repos, mais les foules les suivent, et c'est là la partie connue. Il les regarda, fut ému de compassion parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Et puis il s'adresse à eux. Puis il va s'en suivre un miracle de multiplication. Mais en fait, Jésus aussi et les disciples ont vécu des moments comme ça de... En fait, c'est intense émotionnellement. J'ai perdu mon cousin. C'est intense au niveau du travail. C'est intense au niveau des gens qui viennent. J'ai même pas le temps de manger. J'ai envie de prendre des vacances, mais je peux pas prendre des vacances. Enfin, je pense que tous les entrepreneurs ont connu ce genre de saison comme ça. Et c'est OK, en fait. Puis il a fui aussi à des moments, Jésus. À un moment, il le retrouvait plus, quoi. Complètement. Dans The Chosen, c'est assez bien. Ils sont là, mais il est où, quoi? Ils passent leur temps à se demander, mais il est où? Mais ça, on peut apprendre de lui, on peut apprendre de la vie. C'est que si c'est un sprint continuel, mais séquencé ou infractionné, je sais pas, ça doit dépendre de ta culture sportive, tu dois avoir des moments d'arrêt pour comprendre la saison dans laquelle tu es, des moments d'arrêt pour savoir en fait dans quel état tu es. Est-ce que tu as besoin de repos aussi un peu? Est-ce que tu es en fait simplement saturé de ce job et c'est pas une fuite, mais en fait c'est la fin de quelque chose. C'est pas facile à la fin de quelque chose. Quand tu mets fin à ta collaboration avec une entreprise que tu as créée, tu dis mais en fait c'est bon, mais il faut pouvoir rentrer là-dedans. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir entendre, il faut pouvoir te préparer. Et ça, je pense que un truc qu'on doit avoir, c'est ils sont où les terrains dans nos vies où on peut réfléchir et se poser la question où on en est. Ils sont où les terrains dans nos vies qui nous disent en fait Fabien, comment tu te positionnes aujourd'hui, comment tu vis cette situation. Et ça demande là pour le coup certaines routines ou certaines pratiques qui peuvent être très différentes les unes des autres. Puis tout à l'heure je pense à ça avant de réagir. C'était Hélène, elle avait fait un enseignement sur les vaches grasses et les vaches maigres. Vous avez déjà entendu parler de ça? C'est Joseph quand il a l'interprétation du rêve de Pharaon. En fait il va voir je crois 7 vaches grasses et 7 vaches maigres, et c'est les vaches maigres qui vont bouffer les grasses. Les grasses. Et donc bon, il y a plein d'interprétations. Mais suite à ça, du coup, il va, pendant les années d'abondance, il va remplir les greniers pour pouvoir faire face aux zones à la famine. Et je crois que dans cette dimension de discernement des saisons, comme c'est rare les moments de paix et les moments d'apaisement, de sursaut, un peu comme là, on est à Bordeaux, la Garonne, à un moment, la marée, elle est en haut. Il y a un moment de flottement, c'est le seul moment où on peut se baigner sans se faire emporter. Tu vois, donc t'as un moment comme ça de grâce. Il y a 2 moments dans la journée qui durent à peu près 30 minutes chaque fois.
Et j'ai l'impression que un des défis, si moi je regarde mes 15 dernières années, c'est que ces moments de succès, c'est les moments où j'ai accéléré encore plus. Et je me suis foutu dans la sauce. Au lieu de me dire, ok, là ça va, je stocke, je m'apaise, je dors, je profite. Et ensuite, après, on va rentrer dans le dur. Mais, et je pense que ça, c'était une des erreurs, cette incapacité à être... à profiter de ces saisons et de mettre de côté. Je pense que c'est un peu ce côté génération start-up, on scale. Et je pense que c'était un des défis. Moi, j'ai regretté des fois de ne pas vivre à l'époque où, en fait, en hiver, tout ralentit. Ouais. Et le seul moment où moi je voyais le business ralentir, c'est Noël. Et je dis, Noël, c'est le seul moment où tout le monde s'arrêtait. Et tu n'avais plus de téléphone, sauf une fois, on avait eu un pitch pendant la période. Mais ouais. Ils en font quand même un des fois. Ils en font un qui se lance dans le truc. Tout le monde s'arrête. Et tu te dis, wow, en fait, ça fait tellement du bien. Et il y a beaucoup de gens qui détestent cette période pour différentes raisons. Mais cette période, elle était incroyable parce que j'avais l'impression de vivre en fait ce que pouvait vivre quelqu'un dans la période de je sais pas, un paysan qui dit, mais en fait, dans cette période-là, je peux faire plus tranquillement les choses. Je peux réfléchir en fait comment je prévois mes cultures peut-être dans les 2 prochaines années, comment je fais évoluer des choses. On a tellement besoin de ça. L'enjeu, c'est que la saison, elle dure pas trop longtemps. C'est-à-dire que cette saison où on est dans le dur, que ce soit pas trop long. Et j'aimerais aussi dire à tous ceux qui espèrent entreprendre ou qui commencent à entreprendre, c'est que c'est inévitable d'être dans le dur. Moi, je pense on peut pas passer à côté. On est obligé de traverser des moments de grandes difficultés. Il y a des baptêmes du feu, on en parlait tout à l'heure. Les premiers licenciements, les premières trahisons, les moments où ton gars qui gère les finances, il t'annonce qu'il n'y a plus de thunes et que tu ne finis pas le mois. Enfin, ça fait partie des grands moments. Les pitchs tard le soir, les nuits blanches, les week-ends où ta femme elle te fait la gueule parce que tu bosses. Enfin, ça, on est T'as fait toute la checklist. Ouais, je pourrais continuer. Mais j'ai l'impression que, en fait, dans tous les cas, on est obligé d'y aller. Et que c'est accepter de porter un manteau de défi. Et donc, si un entrepreneur qui nous écoute traverse ça fait partie du jeu. C'est pas grave. Et c'est pas parce que t'es un mauvais chrétien ou que t'as pas la foi ou que non, on passe tous par là. Ouais, et si tu passes pas par là, explique-moi comment t'as fait. Ouais. Sincèrement. Parce que franchement, j'ai jamais vu un business, c'est quelque chose qui part sans cette partie-là. Et d'ailleurs, je trouve que c'est quand même un terrain où tu vas pouvoir apprendre énormément de choses et ça va te transformer aussi énormément. Donc on y voit des fois, quand on est dans le dur, on voit pas cette partie-là, mais après, on va le voir. Ouais, je pense. Là, le projet de communauté d'entrepreneurs chrétiens, le nom qu'on a trouvé, c'est La Forge. Et il y a ce verset qui dit Dieu me met dans le creuset pour purifier ce métal et qu'il n'y reste que l'or. Moi, je crois beaucoup que Dieu est une forme de forgeron. Alors, là, théologiquement, il faudrait se tourner vers Yves. Est-ce que c'est lui qui donne les coups de marteau? Ou est-ce que c'est la vie? Ou est-ce qu'il autorise? J'en sais rien. Mais moi, c'est ça qui m'a aidé, moi, à tenir toutes ces années. C'est de me dire, en fait, je traverse la vallée de l'ombre de la mort, mais ça va me rendre plus fort, ça va me rendre plus humain, ça va me rendre plus... Je suis en train de passer dans le creuset, quoi. Je vais pas répondre à la question de ce qui donne pas les coups de marteau. J'ai mon avis là-dessus. Mais une chose qui est sûre, c'est que Dieu, il en a plus après notre cœur qu'après toute autre chose. Yes. Et que toutes ces choses participent justement à nous forger en termes de notre cœur, de notre identité, de notre caractère. Et que toutes ces choses participent. Si on passe pas par là, ça va être compliqué. Une autre chose qui est sûre aussi, c'est que dans sa promesse, Jésus, il a jamais promis que tout sera facile. Au contraire, c'est une des promesses qu'on n'aime pas, mais il nous promet qu'on va passer par des temps de souffrance. Alors, qu'est-ce que ça prend, ces temps de souffrance? J'entrerai pas théologiquement là-dedans, mais en fait, il nous dit, vous allez souffrir. Par contre, il nous fait une promesse, c'est, je serai toujours avec vous. Ouais. Donc, on n'est pas seul dans cette souffrance. Et je pense que si on prend ça, justement, quand on passe par des moments plus difficiles, je pense que c'est aussi une posture, plutôt que de se demander, tiens, c'est l'échec, on parle avant de la définition du succès, de se dire, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire? En tant que chrétien, on a cette possibilité de dire, en fait, qu'est-ce que tu travailles dans mon cœur?
quelle est la zone que tu veux travailler, qu'est-ce que je dois comprendre en ce moment. On peut lui demander aussi comment est-ce que tu te tiens avec moi au milieu de tout ça, Seigneur, alors que je passe par ce moment-là. Et je pense que ça, c'est rassurant. Plutôt que de se dire, je passe là-dedans, c'est-à-dire que forcément je suis nul ou forcément j'ai loupé quelque chose ou quoi, puis après tu tombes dans la culpabilité. Donc, Et peut-être juste pour reprendre un point, c'est dans la notion, le succès, c'est pas une promesse. Yeah. Et des fois, on pense en tant que chrétien, en fait, qu'on a une garantie avec Dieu qui va nous amener en fait au succès. C'est pas une promesse, il nous a jamais promis un succès. Et parfois même, je vais peut-être tirer le trait un peu loin, parfois même l'échec fait partie du projet à ce moment donné. Et ça peut parler de faillite, ça peut parler de tellement de choses. Et en termes d'encouragement, en disant, mais aussi, j'aime bien cette idée de dire, en fait, pourquoi je suis à cet endroit-là, qu'est-ce qui est en train de se passer. Parce que des fois, il est en train de chercher notre cœur, des fois, il y a tellement de zones de transformation, de succès, c'est pas une promesse. Bah, les 12 disciples, ils ont tous mal fini, quoi. Ils sont tous décapités, crucifiés. Je veux dire, en gros, c'est les 12 fondateurs, quoi. Un juste un qui a survécu. Ouais. Mais il est mort de vieillesse. Mais c'est lequel Jean, non? Celui qui était, ouais. Mais c'est vrai qu'il y en a qu'un, en tout cas de ce que j'ai lu. Oui. Mais ouais, en gros, les fondateurs de la start-up, là, ils ont mal fini, quoi. Et quel impact à la fin? Ben oui, c'est ça. Mais quand tu parles avant culpabilité, pour moi, c'est vraiment moi qui résonne. Parce que c'est vrai que en tant qu'entrepreneur, bah, tu as tout ce qui arrive et tu as tout bien énuméré. Mais en fait, des fois, on oublie complètement les dégâts collatéraux sur l'entourage. Oui. Et puis, pour moi, ça, c'est la grande difficulté de culpabilité. C'est je mène mon business, j'avance. À côté de moi, j'ai des collaborateurs qui triment aussi pour ça, mais ils sont ni patrons ni rien du tout, juste collaborateurs. Une famille, des enfants derrière. Puis moi, c'est cette culpabilité de... En fait, oui, je suis entrepreneur, oui, c'est mon bateau, mais il n'y a pas que moi qui est impliqué là-dedans. Bah, tu me fais une transition parfaite parce que c'était le sujet sur lequel je voulais finir. C'est que souffrir, ok, mais faire souffrir les autres, c'est plus dur. Ouais. Je discutais avec un patron là qui a plusieurs centaines de salariés qui traverse une période extrêmement difficile et 15 ans de travail qui est en train de presque de partir en fumée, des sacrifices pendant 15 ans où il ne se paye pas pour pouvoir investir. Le système se bloque et là, c'est catastrophe. Il est au mois le mois. Enfin, je veux dire, quand tu as des centaines de salariés et que tu es au mois le mois, autant dire que tu paniques. Et puis, on discute, puis il me dit mais moi, en fait, s'il faut tout perdre, je m'en fous. Je vais vivre dans les montagnes, je deviens berger. À la limite, je kifferai. Mais pour mes enfants, encore la semaine dernière, on était là, ils me disaient papa, on adore cette maison, on est trop bien ici, merci. Et ma femme, elle est super bien implantée. Et puis, en fait, tu vois que la vie, et pourtant, il s'est pas acheté une Porsche ou quoi, c'est juste une vie normale. Il a toujours, au contraire, été super soft. C'est un des rares que je connaisse qui a fait des millions et qui est toujours resté simple. Tu vois, moi, sur la checklist, il a tout de bon. Mais là, il dit faire souffrir la famille, j'y arrive pas. Et c'était ça son angoisse. Il a un niveau d'angoisse maximale à cause de ça. Et du coup, j'aimerais bien lancer ce sujet-là. Est-ce que vous avez des souvenirs en tant qu'enfant de voir vos parents dans le dur? Et quel impact ça a eu pour vous en tant qu'enfant et aujourd'hui en tant qu'adulte? Qu'est-ce que vous en avez retiré? Est-ce que c'est une catastrophe? Est-ce que c'est une leçon? Vous l'aurez voulu? Moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs. Donc, mon père est entrepreneur. Il a construit sa société pendant la crise immobilière suisse dans les années 90. Et j'ai vu petit le stress et puis tout ce qui est rentré dans ma famille. Puis, au fait, clairement, pour moi, ça a été un enseignement pour ne pas recréer ça maintenant. Et puis je pense que c'est aussi ce que j'ai envie de transmettre à mes enfants, c'est cadrer, mettre la paix au milieu de tout ça. Faire venir la paix, même dans les situations tumultueuses, même dans les moments de tension. Au fait, toujours remettre tout à niveau. Donc toi, ça a eu un impact négatif? Ça a eu un impact négatif, mais en même temps, aujourd'hui, j'en retire une sorte d'outil à utiliser pour ne pas recréer ce fonctionnement. Pour ne pas prendre ça comme un héritage, en fait. Ok. Et du coup, tu fais quoi pour pas reproduire? Parce qu'en fait, tu as pris la continuité, tu es toi aussi entrepreneur, toi aussi tu gères plein de galères, toi aussi tu vas peut-être traverser des crises financières. Qu'est-ce que tu feras de différent? Bonne question, ça. Mais ce que je ferais de différent, je pense, aujourd'hui, dans ce type de situation, c'est chercher la paix, au fait. Okay. C'est quoi le plan? C'est quoi la vision? Où est-ce que tu veux m'emmener?
mes épaules, comme je l'ai dit avant, mes épaules sont pas assez grandes pour mener ce combat tout seul. J'ai besoin de toi, montre-moi. Elle est où la porte? Tu replaces ça en Tu priorité. replaces la priorité. Ouais. Ouais. Tu réalignes, en fait. Tu réalignes un petit peu le cadran et dis voilà, Seigneur vient me montrer c'est où le chemin, quoi. Seul, j'avance pas. Moi, mes parents étaient beaucoup dans la mission. Je les ai vus plutôt galérer dans l'aspect d'avoir tout donné pour la mission. Mon papa est pasteur, ils étaient missionnaires au Cambodge, etc. Donc, c'était l'aspect de suivre, être au service de Dieu, mais de pas forcément avoir l'argent qui tombe ou être en galère financièrement. Mais en fait, ils ont été dans la galère, de grosses galères. Même au Cambodge, j'avais une balle qui a traversé la chambre à coucher de mes parents, et c'est dinguerie. Mais moi, en tant qu'enfant, ce que j'ai vu, c'est que mes deux parents étaient unis. J'ai la chance d'avoir deux parents unis et qui priaient dans le salon et qui combattaient ensemble. Et à chaque fois que je voyais mes deux parents combattre ensemble, je me sentais en sécurité. Et aujourd'hui, c'est vrai que ma femme, en fait, je jauge mon niveau de si c'est bien au visage de ma femme. Si, quand je parle de mon entreprise, elle tire la gueule, elle ne veut pas entendre parler, ça veut dire que je suis allé déjà trop loin depuis un moment parce que je l'ai fatiguée, je l'ai épuisée, mais ça arrive plusieurs fois où elle ne pouvait plus entendre le nom d'un projet. Et j'étais là, mais encore un obstacle de plus dans cette vie d'entrepreneur. Mais je priais Dieu, je disais Dieu, mais lui, il faut qu'elle comprenne, quoi. Et puis finalement, Dieu me dit, mais frérot, c'est toi le problème. C'est toi, je te laisse tout seul. Mais donc, tant que ma femme est avec moi, j'ai appris ça, tant que ma femme est avec moi, je suis puissant et j'ai la force de pouvoir aller là où je dois aller. Si elle n'est plus avec moi, si elle dit pas oui, alors là, je suis faible, mais je suis tellement faible. Je n'ai plus moyen d'avancer et je perds ma force. Et voilà. Donc, combattre avec ma femme. Et les enfants, on est fait pour être dans la galère. On est créé, on est appelé pour être dans la galère. La vie, c'est une galère, c'est l'aventure. Et rien de plus beau que l'aventure. Et les enfants, ils adorent ça. Ils n'ont pas besoin forcément d'une maison et d'une Porsche. Ils ont besoin de deux parents qui sont unis et qui restent unis dans la foi, et ils ont besoin de voir des miracles, ils ont besoin de voir le surnaturel de Dieu, et c'est comme ça qu'on le vit. Ouais. Trop bon, merci pour ce partage. Moi, je vais garder ça, il faut que Dieu m'appelle frérot. Moi, je vais garder ça. S'il y a un truc que je vais garder de tout ça... J'ai vu la caméra tourner en rouge, j'ai dit, vas-y, je lance ça. Il faut que Dieu m'appelle ça, on va frérot. Frérot. Voilà, c'était autre chose. Je pense, moi j'ai été marqué par mes parents dans leur parcours respectifs. Mon père vient d'une famille qui avait des bons moyens. Et puis pour différentes raisons, la famille a coupé les vivres à mon père à un moment donné par rapport à ses choix, à lui. Et puis du coup, j'ai eu des parents qui se sont faits. Puis ça m'a marqué, c'est sûr, de voir finalement des moyens très limités, beaucoup de peur, sur la peur de manque, le sacrifice aussi, travailler quoi qu'il arrive. Mon père a été affecté par la suite dans sa santé pour avoir trop travaillé et pas s'être arrêté au bon moment ou quoi. Donc c'est sûr que je pense que ça m'a marqué. À la fois en transmettant, tu parlais d'héritage avant, en transmettant certaines craintes, je crois. Puis aussi en montrant un exemple de choses à pas faire. Et puis ils ont aussi évolué, continué dans leur parcours. Puis on en a beaucoup parlé. Et ça a été... une richesse d'avoir un espace où on pouvait en parler sans tabou, sans secret. Donc oui, ça, je pense que ça m'a marqué, et pas que positivement. D'accord. Il y a eu du travail à faire pour discerner la partie d'enseignement, la partie où finalement, c'est un grand mot, mais il y a des formes de trauma, il y a des choses qui m'ont marqué dans ce sens-là, et puis que je pouvais être amené à répéter malgré moi, ou quoi, sans le réaliser. Donc il y a eu un travail qui a été nécessaire. Après, aujourd'hui, pour moi, c'est... Un des secrets, j'en ai parlé avant, mais c'est mon identité, elle n'est pas dans ce que je fais. En fait, et j'ai eu un parcours quand même assez diversifié et riche, qui fait qu'en fait, c'est pas qu'on s'en fiche parce qu'on veut être diligent avec ce qu'il nous a donné, on veut être sérieux, on veut être excellent, toutes ces choses-là. Mais c'est comme, moi, quand je rentre à la maison, je veux être papa, en fait. Et puis dans la croissance de mes enfants, je veux juste être papa, et puis je veux que papa soit disponible, et puis que papa pose des jalons clés pour que eux puissent devenir qui ils sont appelés à être. Et puis il se trouve que
papa a un certain travail, mais ça vient en secondaire, tertiaire, tu vois ce que je veux dire. Je veux qu'il me voie comme papa, d'abord, je veux qu'il me voie comme disciple de Christ. Ça, pour moi, c'est super important. Tu disais avant, puis pour moi, c'est une clé. Je veux qu'il me voie lire la Bible, je veux qu'il me voie prier, je veux qu'il voie que ma force, mon secours, ma sécurité, elle est là, en fait, avant toute chose. Je veux qu'il me voie comme un mari aussi, et un homme dans la société. Qu'est-ce que ça veut dire aussi, comme repère pour eux, comment ils le font, comment ça les façonne. Et finalement, comme quelqu'un qui est sérieux avec le travail qu'il a. Mais pas comme quelqu'un qui place la pression, pas comme quelqu'un qui vient et puis parce qu'il ne va pas au travail, ça ne va pas à la maison et tout ça. Et ça, pour moi, c'est un équilibre que je cherche à bien gérer. J'ai 4 enfants de 10 à 5 ans, grosso modo. Et du coup, on va voir. Il y a les années adolescence qui arrivent. On va voir comment on va gérer cette partie-là. Mais jusque-là, en tout cas, il y a vraiment ce plaisir où ça n'a pas été un sujet de pression. Puis avec le partenariat avec l'épouse, ça, je le retiens aussi à fond. On est ensemble dans nos projets. Elle a un métier où elle n'est pas du tout dans ce qu'on pourrait appeler l'entrepreneuriat ou des responsabilités de leader, mais elle est avec moi. C'est pas juste ton projet à toi dans ton coin, c'est un projet qui va nous affecter tous. Tu parlais avant des réalités, c'est la réalité de mon quotidien en tant que responsable et leader. Ça va avoir un affect, mais on fait attention que ce soit vraiment dans le bon ordre des priorités. Je sais pas si ça répond. Ouais, trop bien. Que dire après ça? Ouais, mais c'est dit. Hein. C'est ample, c'est... Voilà. Non, mais de mon côté, c'est assez spécial dans le sens où moi, j'ai eu, sans rentrer dans les détails, j'ai un père très peu présent, puisque professionnellement et sportivement parlant, c'était quelque chose qui était très pris. Et ensuite, il y a eu un accident. Donc, en fait, ça a donné une relation qui était de toute façon très, très biaisée dans l'environnement. Et où, à un moment donné, on te dit, en fait, c'est toi l'homme de la famille maintenant. Enfin, il faut pouvoir gérer cette situation. T'as quel âge à ce moment-là? Alors, l'accident, j'ai un peu moins de 12 ans. Et puis là, après l'accident, ça dure des années ensuite derrière. Donc, une relation où j'ai moins pu analyser ces choses-là, si ce n'est un manque de la présence dans la maison. Mais j'avais un grand-père qui, lui, avait un rapport à l'entrepreneuriat très fort. C'était un pasteur, mais qui avait lancé dans l'immobilier, il a lancé plein de trucs, enfin voilà, il a fait plein de choses. Et puis j'ai aussi vu certaines choses, l'impact de ses choix dans l'ensemble de la famille. Et je pense que c'était multiple. Je pense que moi j'ai pris vraiment cette âme de la prise de risque qu'il avait. C'est quelqu'un qui courait tout le temps et s'arrêtait jamais. Je pense instinctivement, je me suis trouvé en partie dans cette réalité-là. Mais quand je reparle en fait de cette naissance de ma fille, où tout d'un coup là tu dis mais en fait c'est pas ça, et dans ce rapport il y a un rapport de changement, une volonté de présence, et c'est pas un choix, c'est un instinct vraiment de dire en fait j'ai envie d'être là et j'ai envie d'être là pour mes filles. Donc, j'ai 2 filles et j'ai fait des choix professionnels déjà auparavant quand ça commençait à s'approcher, et je pense, et quand je faisais le constat, je dis aujourd'hui, elles sont encore petites, la plus grande a 7 ans, j'ai l'impression d'être présent et d'avoir créé aussi ces moments de jeu, ces moments d'interaction, ces moments de présence, peut-être en relation avec un manque que moi j'ai eu par rapport à ça. Ces 2 hommes-là, c'est vraiment des bons pères. Ouais. Je les ai vus, et vraiment, vous êtes des bons pères. Hein. Ça, c'est clairement quelque chose que j'ai remarqué. Merci. Merci les gars pour vos partages. Attends, juste avant, toi, comment tu vis cette réalité? Moi, je suis un peu comme Florias. Mes parents, c'était des fous furieux de Jésus, qui ont tout sacrifié sans argent et qui ont été très radicaux dans leurs choix. Les fois où je les entendais dire qu'il n'y avait plus d'argent ou quoi, on était à table et c'était genre ils en parlaient dans le salon, puis nous on était dans la pièce à côté, puis donc ça se savait. Moi, ça m'a permis de voir vraiment la fidélité de Dieu. Et je pense qu'aujourd'hui, je voulais aborder ce sujet parce que ces derniers temps, j'ai eu des discussions comme ça avec plusieurs entrepreneurs où en fait, la peur de blesser les enfants sur la baisse de niveau de vie, par exemple, c'était une grosse crainte. Et j'ai l'impression qu'au contraire, en fait, c'est l'occasion de les embarquer dans la fidélité. Et pour vous donner un petit témoignage, il y a 8 mois, donc l'entreprise, on traverse un moment très très difficile. Et au milieu de tout ça, je suis mis en relation avec un entrepreneur que vous allez rencontrer juste après, Christophe. Et il a un projet de créer une école d'entrepreneurs en Asie. C'est un Français qui habite en Asie, qui a fait fortune là-bas. On discute, tout ça, je lui raconte un peu mes galères, mais vite fait. Et puis je lui dis, j'aurais vraiment besoin de vacances, quoi. Ce qu'on traverse là, c'est chaud et tout. Puis il me rappelle, il me dit, ouais, cette nuit, j'ai eu une petite pensée.
Tu sais, j'ai une super maison à Bali, je te la file, tu prends un break et tout, puis tu me donnes un coup de main, comme ça, mais chill, tu vois, on ira faire un peu de surf, et puis on parlera de ce projet, tu vois. Et là, moi, je m'accroche, je dis, Seigneur, merci, parce que c'est tellement dur ce que je traverse émotionnellement, ça devient je m'accroche à ça. Donc, je me laisse quelques semaines avant d'en parler, mais je me dis, franchement, ça fait écho. Puis, le projet d'aider une école d'entrepreneurs chrétiens, ça a fait écho. Wow, c'est génial. C'est un peu le début aussi de cette ouverture plus spirituelle de ce que je veux faire. J'en parle à Hélène. Hélène est comme une dingue. Après, je lui demande, envoie-moi les photos de la maison juste pour voir, tu vois, si c'est une case ou quoi. La villa de fou furieux, mais vraiment. J'enchaîne de juste regarder les tarifs de location. Ça doit être genre 7 000 € la semaine, tu vois, le truc de fou, tu vois. Je lui dis, oh Seigneur, t'es trop fort, le rêve. Et là, j'en parle aux enfants. Les enfants, ils sont comme des dingues. Et donc, ça va nous tenir jusqu'à il y a encore quelques semaines. Mais il y a un petit truc, j'ai pas la paix. J'ai pas la paix. Mais c'est un 5%. Un petit. Je me dis, c'est moi, parce que c'est une trop grande bénédiction, j'en sais rien, tu vois. J'ai pas la paix. Les enfants, ils sont comme des dingues. Ouais, en plus, on va quitter 6 mois de l'année, on va pas aller à l'école et tout. Donc, il y a tout. Parce que, tu vois, moi, je me suis dit, mais j'y vais à fond, tu vois. Je me voyais vraiment. Vacances. Non, c'est pas des vacances, ça c'est un break. Non, je me vois vraiment faire un sabbatique, quoi. Ah, ok. Ouais. Donc là, le projet, il gonfle, tu vois. On part pas en vacances cet été en se disant, moi, c'était chaud et tout, mais en disant, il y a ça derrière. Et là, en fait, je suis pas en paix. On demande justement à Josiane de prier. Et puis, elle a une pensée, c'est joyeuse distraction. Donc, c'est ni oui ni non, tu vois. C'est David décide. C'est joyeux, mais c'est une distraction. Ouais, Voilà. C'est une distraction. Mais c'est pas. voilà. Et je lui dis, Josiane, ok, bon, ça confirme ce que je ressens, mais comment je vais dire ça aux enfants, quoi. Et alors là, on n'est pas dans un drame, mais pour notre famille, enfin, tu vois, il n'y a pas de mort ou pas d'argent, mais quand même. Et elle me dit une phrase qui m'a marqué, c'est pour ça que je voulais qu'on ait cette discussion. Elle me dit, en fait, tu vas leur faire un cadeau incroyable. C'est écouter la voix de Dieu, ça coûte, c'est dur, que c'est pas évident, ça prend du temps. Et ils vont vivre toutes les conséquences de ça avec toi, mais ils auront vécu dans leur chair ce que c'est que d'obéir à Dieu à des moments, et ils verront sûrement les fruits qu'il y a plus tard, quoi. Et donc, du coup, discussion avec les enfants, dire voilà, il faut que je vous annonce un truc et tout. Chaud. Et surtout qu'ils en avaient parlé à l'école, ils en avaient parlé à la maîtresse, ça avait pris, c'était à l'église, partout, tu vois. Et en fait, déçu, ça a mis un peu de temps, mais surtout que j'ai rien à proposer derrière. C'est pas bon, c'est ça, mais il y a ça. Il n'y a aucune explication, tu vois. Et en fait, je m'attends à ce que le Seigneur nous donne la raison. Mais les enfants, même de eux-mêmes, dans les temps de prière, Seigneur, montre-nous, on croit que tu as mieux pour nous. Et tu vois, j'ai senti que d'un coup, ils se sont dit, ok, il y a un sujet, ils se l'ont approprié. Et voilà, je voulais profiter de cet échange aussi pour encourager les entrepreneurs qui sont bloqués dans le fait d'obéir à Dieu. Je reçois plein des messages comme ça. Oui, je crois vraiment que le Seigneur, il m'appelle à faire ça, ou ceci, mais ma famille, mais les études, mais le crédit de la maison, mais ci, mais ça. Et en fait, moi, je crois que nos enfants, le plus beau cadeau qu'on peut leur faire, c'est de nous voir essayer de servir Dieu et d'obéir. Et la suite... Complètement d'accord, c'est trop bien. Merci pour le partage. Et moi, j'ajouterais simplement, ils sont plus résilients que nous. Ouais. En fait, moi, j'ai vu 2-3 fois, il y a des trucs, tu penses que vraiment c'est ça, tu sais. Là, c'est bon. Puis en fait, pour eux, c'était genre, c'était bien, mais en fait, ces moments tout simples, ou bien des fois, tu penses un truc qui marche pas, puis t'es comme, je suis trop désolé, puis ils ont oublié. Enfin, je sais pas, il y a une dimension de résilience chez les enfants qui est... Ils peuvent faire beaucoup de projections aussi, sûrement. Ouais. Et si tu arrives à construire un environnement où ils sont bien, ça veut dire que dans la famille, c'est un endroit où ils se sentent bien, en fait, cette famille, elle se déplace. Donc, en fait, que tu te retrouves à un endroit, que tu te trouves dans un endroit où il y a moins, ou un endroit où il y a plus, et là, c'est peut-être plus spécifique à des plus petits. Là, je parle vraiment, je sais pas comment ça évolue ensuite. Moi, je peux parler que jusqu'à 7 ans. Après, je verrai. Mais j'ai vu que, en fait, ce qui était important pour eux, c'était cet environnement de la famille, de la cellule familiale qui se déplaçait et que ça leur posait, en fait, un axe de sécurité. Et il peut se passer plein de choses. Mais en fait, vous êtes là. Puis dans cette interaction, les choses avancent. Ok, alors c'est bon. Et des fois, on a voulu rajouter tellement de suppléments à la vie de famille. Et on se rend compte, en fait, le meilleur moment pour eux, c'est le moment, en fait, à la maison, tout simple, où il n'y a rien, parce qu'en fait, ils peuvent juste avoir un espace de liberté, un espace de création, un espace de...
Mais pour moi, c'est vraiment un truc qu'on essaie de dire, de vivre, d'être une famille en mission. Et en fait, c'est fou parce qu'il y a eu des moments, mais complètement ridicules. On nous a prêté, alors c'était pas 6 mois, c'était une maison du grand luxe, machin, piscine. Les enfants ont des souvenirs, surtout les grandes, incroyables de ça. Mais des fois, les vacances, c'était tout simple. On part au camping et puis c'était pas... Une des vacances n'était pas meilleure pour elle que l'autre. En fait, c'était ces moments où on était ensemble, c'était cool, c'était... Et... Après, j'ai pas le recul, mais j'ai l'impression plus c'est jeune, plus ils apprennent ça jeune, à mon avis, moins ce sera compliqué plus tard. C'est-à-dire, j'imagine quand t'as 15 ans, 16 ans, tes parents, tu les as jamais vraiment vus prendre des tu vois, des raccourcis compliqués ou des virages, des choses compliquées. Là, tu dis, t'as tout mon monde qui s'effondre. Peut-être l'encouragement, c'est aussi de commencer jeune à leur montrer que parfois suivre Dieu, c'est pas évident, apprendre à gérer la frustration. Ouais. Tout n'est pas donné de base et puis que des fois, comme tu dis, il y a des déceptions, il y a des choses où c'est pas posé facilement comme ça, mais gérer la frustration, c'est aussi un sacré apprentissage à faire pour les enfants. Ouais. Puis de leur dire... Je te rejoins aussi, mais chez nous, par exemple, nous, où on a eu les plus grands cadeaux, c'est quand on a rejoint nos enfants sur leur terrain de jeu. C'est pas où nous, on a voulu créer un terrain pour les emmener dessus. Ben voilà, on crée 6 mois à Bali, trop bien. Mais au fait, lui, il avait juste besoin qu'on aille lancer un caillou dans le lemon, quoi. Mais c'est vrai que nous, on a eu ces moments où, quand on parle avec les enfants, chacun où ils sont, entre 14 et 4 ans, en fait, ils aiment quand on les rejoint sur ce qu'ils veulent faire. Ouais. C'est là où ils sentent vraiment la présence. Je pense, juste par rapport à ce que tu disais aussi, dans ces process, de pas juste leur dire c'est vous qui apprenez, c'est nous, on est en train d'apprendre aussi, comme tu disais. En fait, on est en mission, on essaie de suivre la volonté de Dieu dans tout ce qu'on fait. Et ça implique, oui, des moments peut-être de fun, de loisirs, de tout ça, mais ça implique aussi le travail. Et on essaie de suivre Dieu. Puis en fait, moi aussi, je suis déçu. Moi aussi, je pensais que, tu sais, on avait parlé de ça, je me réjouissais de pouvoir faire ça. En fait, ça se donnera pas. Puis, mais Dieu a quelque chose, c'est bon, c'est OK. Mais ce que j'aime autant de ce que tu dis là, c'est vraiment ce courage de dire je suis à 95%, mais ces 5% là, ils me manquent. Puis au fait d'avoir le courage de dire, de questionner ces 5% là, je trouve ça c'est vraiment une sagesse énorme, quoi. Et de leur monter un truc qui est pas... des fois, on veut trop formaliser, ou ça paraît trop des pratiques culturelles, en fait, la foi. Et là, en fait, ça devient très concret. Et ça, c'est un truc qu'on essaye, mais on a de la peine encore à complètement l'intégrer. C'est, en fait, quand on a des challenges, en fait, de prier avec eux pour qu'ils puissent voir, en fait, ce qui se passe. Pour montrer, en fait, que ça s'intègre dans un quotidien qui est normal et que c'est pas juste une pratique d'un soir où on fait une prière, où on nous raconte des histoires, ou quelque chose qui est en fait une sorte c'est pince où tu peux aller attraper des jouets, mais en fait il y a tout ce que j'ai envie, je vais aller attraper en fait ces trucs là. En fait c'est un truc très très concret, très intégré. Les amis, je vous parlais tout à l'heure de cette petite voix là que j'aimais pas de temps en temps, qui me parlait. J'ai jamais fait ça dans un podcast. Que ça vous dit qu'on prie pour les gens qui vont écouter ce podcast, carrément, s'ils arrivent jusqu'au bout? Il y en aura sûrement. Survivor. Si l'un ou l'autre aussi a une pensée, on va se la jouer en mode enseigne-moi MCI. Mais si l'un ou l'autre veut prier, on y va. Je commence, puis après je laisse un petit blanc, puis si vous avez envie de le lancer, vous lancez, sinon on arrêtera là. Ça marche. C'est-à-dire, je te remets la personne qui va nous regarder jusque-là. Tu vois tous les sujets qu'on a abordés. Le fil rouge, c'est vraiment l'obéissance à ta voix. Première grâce, c'est de guérir ce qui a été peut-être blessé. Être entrepreneur, c'est faire beaucoup d'erreurs, faire du mal sans le vouloir. Et aussi être blessé souvent. C'est-à-dire, je te demande de venir par ton esprit, consoler, apaiser, guérir. Merci pour ces témoignages, merci pour nos vies qu'on déballe là simplement, sans forme. Merci de poser des graines et que ces graines, elles portent du fruit. Amen. Amen. J'ai envie de prier pour toutes les personnes qui sont dans une réalité de la pression, dans la contrainte, dans la peur, et qui ont entendu parler de la paix, ils ont dit mais waouh, moi je vis pas ça à cet endroit-là. Et Jésus, je prie que tu viennes rejoindre
ces personnes et que tu ouvres un espace un peu hors du temps, là, ce truc un peu hors du temps où on se dit mais j'ai l'impression que je suis sorti d'une dimension puis je suis rentré dans une nouvelle que je connais pas et qui ouvre en fait une intimité, une entente, une écoute et qui en fait ouvre c'est comme si on est dans un terrain de guerre où ça tire de tous les côtés et tout d'un coup il y a du silence et la tranquillité. Je prie vraiment que ces personnes puissent recevoir ça spécifiquement. Que ça fasse réellement une différence dans les décisions, déjà dans le vécu simplement, dans les décisions et dans ce qui est en train de venir sur eux. Je sais que tu es avec chaque personne et que quand on t'appelle, tu viens répondre. Et je sais aussi que tu réponds pas toujours de la manière qu'on a imaginé. Ouais, moi, j'ai vraiment cette image de graines qui est plantée. Et puis un entrepreneur, c'est vraiment quelqu'un qui vient poser des graines les unes à côté des autres. Il y en a certaines qui grandissent plus vite que d'autres. Et puis je pense que l'entrepreneur, il y a vraiment j'aimerais vraiment transmettre ce message. Il n'y a pas tout qui va pousser en même temps. Sois patient. Et puis prends soin de la graine qui ne pousse pas encore. Elle va arriver. Et garde la paix. Mais prends soin de ces graines qui n'ont pas encore poussé. Moi, j'ai envie de prier pour ces personnes qui n'ont rien eu de la vie. Une famille brisée, une enfance terrible. Et qui sont dans l'entrepreneuriat comme cet orphelin qui doit tout arracher, tout faire par ses propres forces. Je prie que vous pouvez goûter à la paix du bon papa qui a envie de prendre soin de vous. Seigneur, je prie qu'il puisse t'appeler à l'aide, qu'il puisse relâcher cette tension, cette rage, cette violence qu'il y a en eux de devoir tout faire par leur propre force et qu'ils puissent oser crier à toi, à l'aide, de dire simplement, papa, j'ai peur là dans cette situation, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu ouvres la porte, que tu ramènes la lumière dans ma vie. Amen. Amen. Seigneur, je te prie pour chaque personne qui a écouté cette conversation, ces échanges honnêtes, à cœur ouvert, et je te prie que tu puisses utiliser ça, Seigneur, pour une œuvre de restauration, pour tous ceux qui sont fatigués, que ce soit un temps de ressourcement, pour tous ceux qui sont comme en perte de sens, de pourquoi ils font les choses, peut-être dans une forme de fuite, comme on en a parlé. Viens, Seigneur, et donne-leur la distance nécessaire, le courage de repartir, de continuer. Je te prie que tu puisses utiliser ça, Seigneur, aussi pour guérir. Et je te prie que tous ceux qui se tournent vers toi et te cherchent, qu'ils puissent vivre un temps tout spécial où tu les rejoins comme ça a été prié. Je te remercie, Seigneur, pour chaque personne. Amen. Amen. Merci les gars. Il y a des matins où je me réveille avec cette tension au ventre. Pas à cause d'un client ou d'un projet en retard, mais à cause de cette question. Est-ce que je suis en train de faire ce que Dieu attend de moi là, maintenant ? Je suis entrepreneur et chrétien. Et pendant longtemps, j'ai cru que ces deux mots s'annulaient un peu. Comme si l'un regardait le ciel pendant que l'autre regardait les chiffres. Mais si Jésus m'a placé là où je suis, dans cette entreprise, avec ses responsabilités, c'est que ça a un sens. Le monde va mal, je t'apprends rien. Des centaines de milliers de métiers vont disparaître à cause de l'intelligence artificielle, les faillites se multiplient, en particulier en France, l'inflation étrangle les familles, les guerres, les rumeurs de guerre, les peurs montent. Et pendant ce temps-là, beaucoup d'entrepreneurs vivent ça seuls. Même dans les églises, on ne sait pas toujours quoi faire de nous. On prie pour les malades, mais rarement pour les dirigeants qui flanchent. On soutient les missions, mais pas ceux qui financent en silence. Alors j'ai décidé de créer un lieu. Pas un club pour se congratuler, pas une réunion chrétienne de plus où on prie vite fait en espérant ne pas trop déranger, mais un lieu pour les entrepreneurs chrétiens qui veulent vraiment s'attendre à Jésus. Un lieu pour ceux qui veulent être transformés à son image, ceux qui ne veulent plus séparer leur foi de leur business, ceux qui veulent être entourés quand ils traversent le feu, ceux qui veulent bâtir mais pas seuls, ceux qui comprennent que leur santé, leur couple, leur famille font partie de leur mission. Voici ce qu'on y prépare ensemble. Des retraites pour prendre du recul et écouter Dieu, des soirées de louanges et de prières entre dirigeants, des groupes de progression par affinité pour ne pas marcher tout seul, des ressources en ligne pour nourrir ta foi, ton couple, ta gestion, ton leadership, et du soutien spirituel et relationnel dans les tempêtes. Ce n'est que le début, mais j'ai besoin de savoir, est-ce que tu veux en faire partie ? Si c'est le cas, remplis ce formulaire juste en dessous. Dis-nous qui tu es, ce que tu vis, ce que tu cherches, et surtout, viens avec ton cœur ouvert, pas juste pour recevoir, mais pour bâtir avec nous et avec lui.